Bienvenue dans la deuxième partie d'une semaine dans le monde. On revient donc sur l'actualité de la semaine. Le Gabon, bien sûr, mais aussi dans un petit moment le Venezuela. Tout d'abord, la crise gabonaise qui dure depuis maintenant plus d'une semaine, depuis l'annonce mercredi de la semaine dernière de la victoire contestée d'Ali Bongo à cette présidentielle. L'opposant Jean Ping a attendu la toute dernière minute jeudi soir pour déposer son recours devant la Cour constitutionnelle, une Cour constitutionnelle que l'opposition, je vous le rappelle, estime inféodée au pouvoir. Je vous propose d'écouter tout de suite ce que le candidat malheureux à cette présidentielle avait à dire au sujet de ce recours. Je crains fort qu'un nouveau faux pas de la Cour constitutionnelle serait le facteur d'une instabilité profonde et durable du Gabon. La Cour constitutionnelle a maintenant le choix entre la stabilité ou l'instabilité du Gabon. Saray Suarez, il avait donc attendu la dernière minute. On s'était demandé tout au long de la semaine dernière et de celle-ci, est-ce qu'il allait le faire, est-ce qu'il n'allait pas le faire. Sous la pression de la communauté internationale, visiblement, il a tranché en faveur d'un recours. Je pense qu'aussi, il attendait de voir comment réagissait la rue à la situation. Je pense que c'est un élément important dans tous ces types de régimes, d'attendre, de voir, de mesurer un peu la température dans la rue, les partisans de son camp, voir comment ils réagissent, comment ils répondent à la situation. Et c'est ça aussi qu'il a fait un petit peu attendre, je pense, à la dernière minute. Après, je trouve plein de choses similaires, justement, dans la situation qu'on vit au Venezuela, et je sais qu'on va revenir un peu plus tard, mais justement, ces institutions qui sont déjà dans les mains de ces pouvoirs, qui les tient d'une façon très très forte, avec des postes clés, avec des personnes même de la famille au pouvoir ou liées d'une manière ou d'une autre à certains postes importants. Tout ça sont des éléments qui sont justement similaires à ce qu'on vit dans un pays comme le Venezuela et qui aujourd'hui font de la situation de Gabon justement un jeu d'échecs un peu bloqué. On ne sait pas comment ça va terminer de se résoudre. Ziad, c'est le problème des pays où on n'a pas tellement l'habitude d'une alternance, et c'est bien le cas du Gabon. Oui, enfin, c'est vaste les pays où on n'a pas l'habitude d'une alternance. Je pense qu'il faut quand même essayer de revenir à chaque pays, enfin chaque situation a ses particularités. Je pense qu'au Gabon, le recours à la Cour constitutionnelle est probablement imposé un peu de l'extérieur à Jean Ping en lui disant il faut d'abord suivre ce chemin et puis après on verra bien où on en sera. Et que je pense que les gens de l'extérieur, alors il n'y a pas de complot, il n'y a pas de France-Afrique, etc. Mais il y a quand même des acteurs internationaux qui disent il faut calmer les esprits, attendons de voir ce qui se passe et on verra bien après. On a gagné 2 semaines, on a gagné 3 semaines. Ça, c'est un. 2, c'est des pays compliqués où il y a des parts de liberté, des parts de démocratie, des parts d'autoritarisme, des parts de capture du pouvoir. Donc, il faut vivre avec des systèmes qui ne sont pas si homogènes que ça. Par exemple, vous prenez un pays comme le Gabon, les campagnes électorales sur les élections législatives ou locales sont des campagnes extrêmement vivantes où il y a des vrais résultats. Alors, des fois, c'est boycotté, des fois, c'est pas boycotté, mais il se passe un truc. Par contre, si on parle de la présidence, alors là, on est clair, on n'est plus dans le même schéma démocratique. Il y a un pouvoir qui est là, qui tient à le rester. Troisièmement, dans le cas du Gabon, il y a des résultats qui sont aberrants. Donc ça, c'est un vrai problème. Il va falloir en sortir. Quatrièmement, c'est une affaire de famille. Ça, c'est peut-être pas tout à fait le cas au Venezuela, ou c'est moins le cas au Venezuela, parce que là, on a affaire à des gens qui sont frères, beaux-frères, oncles, cousins, etc., et qui ont des tas de problèmes entre eux, dont le principal, je suis obligé de le rappeler, est l'héritage de Omar Bongo. Tous ces gens sont des héritiers politiques, économiques, financiers de Omar Bongo, et ils ne sont pas d'accord entre eux sur la manière dont cet héritage-là doit se répartir, que ce soit politiquement et financièrement. 5e point, et après je m'arrête, il faut vraiment s'occuper de la sortie de crise. Parce que là, dans ce type d'attitude, on a 2 camps qui ne vont pas lâcher, des personnages qu'on connaît, qui sont des personnages qui ont certains tempéraments de part et d'autre, donc ils ne vont pas lâcher, et donc il faut aider ce pays à ne pas sombrer dans une espèce de marasme continu de défiance politique, parce que qui paye au fond? C'est toujours le citoyen. Ces élites qui se battent entre elles pour la captation des revenus ou d'une part de pouvoir. In fine, le gars de la rue, il l'a dans le baba, c'est le développement, c'est le recul, c'est 2 ans, 1 an, 6 mois de report des investissements, etc. Et c'est pour ça que ça ne se bat pas beaucoup. C'est pour ça qu'il n'y a pas de révolution encore en Afrique. Il y en a eu une au Burkina, mais c'était
peuple un peu plus conscientisé. Mais les gens descendent pourquoi? Ils vont défendre qui? Ils vont défendre Ping, ils vont défendre Bongo, ils vont défendre quel système? Quelle révolution? Donc on n'en est pas là. Par contre, le bras de fer en haut, il va falloir aider à le résoudre. Et alors, au centre de ce bras de fer, François Dorcival, seront ces résultats du Haut-Ogooué dont on attend parler ces derniers jours, tout particulièrement, où les scores ont été soviétiques et au niveau de la participation et au niveau des votes en faveur d'Ali Bongo. Comment la Cour constitutionnelle va-t-elle pouvoir gérer ça? C'est le monde entier qui lui dit regardez ces scores et faites quelque chose. Aujourd'hui, elle les a sous les yeux. Très difficile d'imaginer que la Cour constitutionnelle puisse s'en laver les mains. Elle va bien être obligée de le faire. Ne rien faire, oui. Écoutez, en Autriche, on va revoter le 2 octobre. Donc, au Gabon, je ne sais pas ce qui sera décidé, mais il est vrai que le résultat dans un pays africain que nous avons connu l'autre semaine, d'un écart de 6000 voix entre les deux candidats, était une véritable surprise. Parce qu'on n'est pas habitué à ça. Et que on veuille recompter, on n'est pas très très étonné. Maintenant, où vont-ils recompter? Est-ce qu'ils vont recompter dans l'ensemble du pays ou seulement là? Là, beaucoup de questions se posent. Ce que je dirais, pour poursuivre ce que vient de dire Ziane, c'est qu'effectivement, il faut gérer une sortie de crise. Ce pays, ne l'oublions pas, il a un point commun avec le Venezuela, qui est le pétrole. Le pétrole. Or, aujourd'hui, la chute des prix du pétrole vaut autant pour le Venezuela qu'il vaut pour le Gabon. Et par conséquent, le Gabon se trouve aujourd'hui dans une situation, du point de vue économique, donc financier, donc qui pèse sur la population, très sévère, parce que l'essentiel de ses ressources provenait du pétrole. C'est un pays dont le niveau de vie est double des Vénézuéliens, mais le niveau de vie, en réalité, des classes dirigeantes, parce qu'il y a une très, très grande pauvreté. Cette grande pauvreté s'allume très vite, on l'a vu le soir des résultats, et donc il faut effectivement atteindre une sortie de crise. Ce qui est très étonnant, c'est quand même... D'abord, il y a plusieurs Afriques, il faut le dire aussi, parce qu'on a toujours tendance à dire l'Afrique avec ses 2 États. Il y a plusieurs... Je rappelle par exemple qu'un pays comme le Nigeria a été capable de faire une élection pluraliste au niveau présidentiel et fédéral et des États, et qui s'est remarquablement bien passé. Un type qui est parti, un type qui est venu. Je peux parler du Bénin, je peux parler du Sénégal, je peux parler de beaucoup de cas où il y a quand même un progrès de la démocratie. La deuxième chose, c'est qu'il y a quand même, qu'on soit pro ou anti-Bongo, qu'on soit pro ou anti-Ping, il y a quand même un jeu extérieur qui est quand même très étonnant. Il y a des élections qui se sont très mal passées depuis 2-3 mois, ou qui ont été en tous les cas menées tambour battant. On n'a pas entendu beaucoup de gens râler en disant oui, c'est pas normal, etc. Oui, mais il n'y a pas les richesses du pays. Et alors, oui, enfin, je veux nommer personne, mais le Congo n'est pas un pays fauché, le Tchad n'est pas un pays stratégiquement inutile et pas un pays sans pétrole. Il est stratégiquement très important. Voilà. Et donc, ces élections qui ont été menées, on va dire tambour battant pour ne choquer personne, il n'y a pas eu une levée de boucliers particulièrement spectaculaire en Europe, en France. Hein. Mon opinion, c'est qu'on aime le Gabon. Mon opinion, c'est que c'est un pays qui a des attaches, c'est un pays qui était ouvert, il y a des gens qui vont et qui viennent, etc. Et qu'on s'attendait quand même à mieux, à un exercice démocratique plus maîtrisé, à une campagne qui ne soit pas une suite d'invectives. Ça a commencé d'un côté, ça a fini de l'autre. Oui. À la fin, tout le monde s'insultait. On avait l'impression d'être au mieux une cour d'école, au pire dans un fond de bar. Enfin, je veux dire, on s'attendait à mieux de ce pays. Et on espère mieux de ce pays. C'est pour ça que le processus politique de sortie de crise est très important. Moi, je ne crois pas à cette histoire de cour constitutionnelle. Ça, c'est des trucs, c'est du blabla, j'allais dire, institutionnalisé. Mais la réalité, c'est le rapport de force entre eux, comment on peut le gérer et comment on peut sortir quelque chose de ce rapport de force qui permet d'aller de l'avant. Vous avez, Laure Simoes, quelques images, quelques dessins. Tout à fait. Les dessinateurs africains, évidemment, sont montés au créneau, avec, dès lors qu'il s'agit de dénoncer des fraudes électorales, ils y vont de leur crayon. Donc, on a, si on le voit à l'écran, ce premier dessin de Gado, dessinateur kényan pour Daily Nation, où on voit évidemment cet Ali Bongo victorieux qui cache sous sa veste un tas de bulletins qui tombent petit à petit comme si on perdait ses plumes aussi en même temps, soit dit en passant. Cet autre dessin, même idée dans cet autre dessin de Mikaya, dessinateur français, pour Rue 89, Gabon, Ali Bongo réélu. Le plus excitant dans la démocratie, c'est le moment où on bourre les urnes. On parlait tout à l'heure
de démocratie et de la déception qu'on pouvait ressentir vis-à-vis de ce scrutin. Cet autre dessin de Brandan d'Afrique du Sud pour Business Day, où on voit donc ce portrait d'un Bongo en colère qui dit à Jean Ping, qui est derrière en arrière-fond, qui brandit une carte, Ali Bongo a encore volé les élections au Gabon, et lui qui s'exclame: j'ai gagné les élections, j'entame mon deuxième mandat. En gros, pourquoi j'entends encore parler de ce Jean Ping? Et puis enfin ce dessin de Millon, dessinateur français pour Millon Cartoons, qui fait quand même un tableau du chaos, parce qu'on peut peut-être pas parler de révolution, mais il y a eu quand même de violentes émeutes suite aux élections qui ont fait quand même au moins 5 morts. Et donc on voit ce transistor dans ce chaos post-électoral, ce transistor qui dit Gabon, la France se dit préoccupée. C'est vrai qu'on a entendu aussi que un certain nombre de ressortissants français semblaient... la France est sans nouvelles d'un certain nombre de ressortissants français. Et donc la France, qui est une amie du Gabon, comme le rappelait Ziad, surtout à l'époque évidemment d'Omar Bongo, a peut-être un rôle à jouer, mais pour l'instant ça suscite plutôt l'inquiétude de Hollande et de Macron. Voilà, fin de la France-Afrique, on en parlait tout à l'heure. Subtilité, comment intervenir sans intervenir, dit Hollande, pour aider nos ressortissants. Voilà. Est-ce que la France-Afrique, tu disais Ziad qu'il n'y a pas de France-Afrique qui tienne dans cette affaire? Il y a plus comme c'était. Oui, bien sûr. Les vétérans de ce plateau pourraient vous raconter la France-Afrique il y a 10 ou 15 ans. C'est plus tout à fait les mêmes relations. L'économie s'est diversifiée, les partenaires se sont diversifiés. Mais la France, c'est aussi parce que la France s'est affaiblie. La France-Afrique, c'est pas que les réseaux et les mallettes. La France-Afrique, c'est des entreprises. C'est des jeunes qui partent faire leur service, c'est les militaires, etc. Donc toute cette France-Afrique-là qui était positive, elle s'est affaiblie par l'affaiblissement de la France. Parce qu'on n'a plus les moyens de maintenir une présence positive ou dynamique ou commerciale ou entrepreneuriale de qualité partout. Alors, on va revenir, vous parliez tout à l'heure, François Dorcival, de l'importance du pétrole pour cette économie et de cette similitude qu'elle a avec l'économie vénézuélienne. C'est un des facteurs dont on a beaucoup parlé ces derniers temps avec ces rassemblements à répétition dans la capitale vénézuélienne, mais aussi un petit peu ailleurs, la plus grande le 1er septembre. 1 million de personnes étaient descendues pour manifester, pour appeler à ce référendum révocatoire que souhaite voir avant le 10 janvier l'année prochaine l'opposition vénézuélienne. Le pétrole qui est essentiel finalement à cet affaiblissement du chavisme au Venezuela. Tant que les cours de pétrole étaient hauts, ça fonctionnait. Ça s'effondre depuis que ça baisse. Oui, bien évidemment, il y a un lien direct entre les deux choses. La pétrochéquier a payé beaucoup d'amitié et beaucoup de faveurs aussi un peu partout dans le monde, notamment en Amérique latine. Aujourd'hui, on a une industrie, quand même, il faut le dire, le gouvernement chaviste a réussi à détruire une industrie pétrolière et il faut y aller pour arriver là. On avait une production de plus de 3 millions de barils. Aujourd'hui, on est à 2 et quelques. C'est quand même terrible. On est obligé d'importer des produits pour raffiner nos pétroles parce que c'est un pétrole très lourd à raffiner. Et du coup, on est obligé d'importer même des produits pour ça. Avant, c'était une production qu'on avait nous-mêmes. Donc, évidemment, il y a un lien entre l'argent de pétrole et la capacité qu'avait le gouvernement à mettre cet argent dans la rue, à silencier les gens, à satisfaire d'une façon très populiste, avec des moyens terriblement populistes, tout le pays. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, les gens n'ont pas des médecines. Les enfants meurent de faim dans les hôpitaux, dans les maisons des gens. On se réveille, on trouve un bébé de 18 mois mort dans son lit parce qu'il n'a pas mangé depuis 3 jours et parce qu'il a un cadre de nutrition terrible. Dans un pays pétrolier, c'est quand même des situations qui ne devraient pas se voir aujourd'hui. C'est l'échec, c'est clairement l'échec d'une politique économique auquel peut s'ajouter un certain nombre de facteurs politiques, mais c'est la démonstration aux yeux du monde que ce système-là ne peut pas fonctionner durablement, il ne peut fonctionner qu'en période de revenus. Je pense aussi que c'est l'échec de la succession de Chavez, parce que Chavez était quelqu'un. Alors on peut discuter des heures et des heures sur le bon quelqu'un ou le mauvais quelqu'un. Mais avec du charisme, incontestablement. Il était quelqu'un et il avait mangé ce pays pratiquement pour lui. Je ne parle pas que de ressources, je pense qu'il incarnait le Venezuela, la révolution, le bolivarisme, etc. Et que quand il est tombé malade et qu'il est mort, il n'y avait personne derrière, son parti s'est révélé une coquille vide et il n'y avait rien du tout. Et la troisième chose,
J'ai connu, à titre personnel, le Venezuela je crois que c'était la 5e année ou la 6e année de Chavez. Et je pense que les gens ont oublié ce que c'était que le Venezuela d'avant, qui était un pays tenu par une oligarchie de 150 personnes, qui faisait absolument ce qu'ils voulaient, comme ils voulaient, qui était richissime, milliardaire, qui se baladait entre Miami, etc., et est un pays qui crevait de faim déjà. Très, très inégalitaire. Peut-être. Oui. La nouvelle bourgeoisie. Je dis juste qu'il s'est passé entre-temps. Pareil. Oui, alors, je ne sais pas si ça a changé, mais c'est quand même une oligarchie qui a perdu le pouvoir au profit d'un régime qui était très gauchisant et qui s'est lui-même dissolu. Moi, je pense à la perte du leader. Ça n'a pas survécu à la perte de Chavez. Et c'est très triste parce que, encore une fois, pour revenir au Gabon, etc., qui c'est qui trinque? C'est toujours les mêmes. Ce n'est pas les élites, qu'elles soient de gauche, de droite ou est. Ce sont ceux qui défilent, en effet. Il faut ça qu'ils ne mangent pas. Oui. Parce qu'on en est là. Hein. Mais bien sûr. Et tout de même, rappeler des choses. Parce que, d'abord, ce qui frappe, c'est que ça se passe dans une planète où l'on croit que tous les pays sont reliés, tous interdépendants les uns des autres, que la mondialisation s'applique partout, et on découvre ce pays-là, si dépendant des revenus pétroliers, dont le taux de récession, il ne s'agit pas de croissance, est de moins 8%. Moins 8%. Donc le déficit budgétaire, nous sommes en Europe avec nos 3, 5, 4, chez eux, 25% de déficit budgétaire. Et une inflation qui dépasse les 200%. On croit que nous sommes dans un univers mondialisé et il n'empêche qu'un pays a réussi à s'isoler à ce point qu'il puisse avoir ce type de résultat. Pourquoi n'y a-t-il pas de médicaments dans les hôpitaux? Parce que ce pays n'a plus de dollars. C'est-à-dire qu'il n'a plus de capacité pour acheter le minimum vital. Et évidemment, c'est la population qui trinque. Mais la conclusion de tout ça, elle est passionnante. Je dois dire que le Venezuela, malheureusement, c'est très très loin d'Europe et de Paris et de nos préoccupations, sauf de celles de Jean-Luc Mélenchon. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, la pénurie est telle que le président actuel qui s'arc-boute à son pouvoir vient de nommer, attendez bien, 18 militaires pour gérer la production et la distribution et la commercialisation du sucre, de la farine, du riz, etc. Il y a un par produit même. Il y a un militaire pour le riz, un militaire pour le sucre. Enfin, voilà. Ça, c'est quand même une administration complètement militarisée. C'est quand même fantastique dans notre univers actuel. Et on arrive donc, Sarah, à la fin de quelque chose, la fin du chavisme, la fin d'un système. Est-ce qu'on arrive au bout? Je crois absolument à ça. Il est déjà fini, je pense que le chavisme a commencé, le début de la fin, c'était avec la mort, effectivement, du président Chavez, même avec sa maladie, le début de sa maladie, tous ces voiles qui cachaient les réalités de son état de santé, c'était le début de la fin. Les gens savaient qu'il n'y avait pas de suite derrière et je pense que déjà il a fait un mauvais choix en laissant Nicolás Maduro au pouvoir, mais surtout Nicolás Maduro a reçu un cadeau empoisonné parce que c'était vraiment... Ça ne pouvait pas fonctionner. Ça ne pouvait pas marcher. Et vous avez quelques dessins à nous montrer? Oui, notamment d'une grande dessinatrice vénézuélienne qui est réfugiée à Miami parce qu'elle a été licenciée de son journal El Universal en 2014 après 19 ans de bons et loyaux services pour un dessin qui n'a pas plu. Alors voilà, Raima pour Kegel Cartoons. Maintenant plus qu'aujourd'hui, il nous faut manifester, disent ces godillots complètement dépecés parce que c'est quand même l'état du pays. Cet autre dessin de Bonil, un autre dessinateur équatorien pour El Universo qui fait quand même là allusion aussi à la répression. Il ne faut pas oublier qu'on a en premier plan le président Maduro qu'on reconnaît, puis les manifestants en fond. Avez-vous demandé l'autorisation de manifester, demande le président, et puis on voit qu'avec son espèce de tampon autorisateur, c'est aussi une matraque répressive qu'il brandit. Et puis alors Bonil carrément rebaptise le président Maduro avec un jeu de mots. Je suis Nicolas Maduro, c'est
plus dur encore que sans doute son prédécesseur. Cet autre dessin d'un dessinateur vénézuélien, Veil, qui a l'habitude de représenter le pouvoir par ce monstre à deux têtes avec une queue de pan dont on devine constituée par des pétrodollars. Si vous sortez manifester, vous savez ce qui va se passer, dit-il d'un ton menaçant. Et puis là, on voit évidemment dans le petit coin un petit rappel des pires heures des dictatures latino-américaines sur la répression et la torture. Et puis voilà, bon, pour terminer, ce dessin de Raïma, effectivement, qui montre que le président n'est pas prêt quand même à lâcher, quand bien même le pays part à la dérive. Qui tient bon parmi les ruines. Merci beaucoup pour ces dessins, Laure. Tout de suite, on va voir ce qu'en disent les internautes ce soir avec Myriam Amellal qui nous rejoint tout de suite pour un œil sur les médias. Alors pour revenir un petit peu avec vous, Myriam, pour voir ce qu'en disent les réseaux sociaux de nos thèmes ce soir. Tout d'abord, le terrorisme et la politique et tout ça, bien entendu, avec ce nouvel élément, ce commando donc de femmes. Exactement. Ce soir, je vais vous parler de deux éléments, la politique et le terrorisme, les deux conjugués au féminin, parce que c'est le cas sur les réseaux sociaux. Je vais d'abord commencer tout de même rapidement par la politique, avec ces fameux parrainages obtenus par Nathalie Kosciusko-Morizet pour la primaire à droite. Alors, on a cet article du Huffington Post qui en conclut que cette difficulté pour Nathalie Kosciusko-Morizet d'obtenir ces parrainages montre la difficulté d'atteindre la parité. Alors voilà, la question de la parité est posée et vous avez beaucoup de réactions. Certains pensent que tout cela était un feuilleton soigneusement mis en scène, les mêmes accusations qu'on accordait à Jean-Marie Le Pen à chaque élection présidentielle, histoire de faire le buzz. On dit qu'on n'a pas ces parrainages. Mêmes accusations à l'égard de Nathalie Kosciusko-Morizet et puis des phrases aussi que l'on peut retrouver de la part de personnes du même parti, comme Geoffroy Didier qui dit « Être une femme ne suffit pas pour réussir ». Voilà, on a ce genre de phrases, beaucoup de sexisme, ça se conjugue au féminin mais pas au féminisme, j'ai envie de dire. Et puis vous avez aussi une autre phrase qui a fait le buzz aujourd'hui, celle d'Alain Juppé. Je veux un accord solennel avec les musulmans français, notamment sur l'égalité entre les hommes et les femmes. Alors beaucoup lui répondent. J'ai sélectionné deux tweets. Celui-ci par exemple, tu veux parler de la France classée 53e mondiale en parité homme-femme, derrière le Rwanda et le Sénégal. Et puis cette autre phrase, membre d'un parti qui préfère payer une amende de 4 millions d'euros par an plutôt que de respecter la loi sur la parité. Donc voilà, vous avez un petit aperçu de ce qu'on peut dire sur la politique. En revanche, concernant le terrorisme, Mélissa, eh bien, on pose aussi la question. Il y a le Huffington Post qui consacre un article intéressant, des femmes qui passent à l'acte, nouveau pour Daesh, pas pour le terrorisme islamiste. Alors c'est intéressant parce qu'on a aussi ce dessin qui s'interroge sur la parité. Parfois, ça craint en réaction à ces arrestations de femmes. Et puis, vous avez aussi des tweets intéressants. Les féministes ont gagné. Désormais, les femmes islamistes ont gagné le droit d'être des terroristes aussi. Alors, il y a beaucoup d'articles de presse aussi qui expliquent que finalement, ces femmes islamistes qui évoluent dans des milieux islamistes, elles ont surtout été victimes de clichés de la part des services de renseignement qui les ont cantonnées à des rôles mineurs, alors que finalement, dans le terrorisme en général, avec des exemples de Boko Haram, d'autres groupes terroristes, les groupes terroristes s'en sont toujours servis pour leur cause. Donc finalement, c'est plus une erreur d'analyse qu'autre chose. Vous avez ces tweets aussi qu'on retrouve, ça a le droit à 72 barbus quand on meurt en tant que femme terroriste, avec beaucoup d'humour et de deuxième degré, j'ai envie de dire. Voilà un article de Libération donc, qui revient sur les clichés qu'on accorde à ces femmes qui évoluent dans le milieu terroriste. Et puis vous avez ce tweet aussi, je ne vois pas en quoi c'est différent qu'un terroriste soit un homme ou une femme. Et ça, dans la presse et sur les réseaux sociaux, on a l'impression que les femmes terroristes sont pires que les hommes terroristes. C'est ce qu'on voit. Femme terroriste, la pire ignominie. Vous avez aussi des phrases de la sorte qu'on peut retrouver. Les femmes djihadistes sont souvent plus virulentes que les hommes. Vous avez aussi ces tweets. Regardez celui-ci qui est très intéressant. À l'époque dite des années de plomb, policiers antiterroristes allemands disent face à un couple terroriste, tirez d'abord sur la femme. Voilà, donc vous avez énormément de tweets dans cet esprit. Et finalement, on remercie Lacroix qui a très bien conclu cette histoire. Dans le djihadisme, les femmes ont exactement les mêmes motivations que les hommes.
Myriam Amellal, un point donc sur ce qu'en disent les médias, les réseaux sociaux ce soir. C'est la fin d'une semaine dans le monde. Juste avant de partir, je voulais vous montrer ce livre, parce que j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, Cartooning for Peace, qui fête donc ses 10 ans avec la publication de ce livre, le dessin de presse dans tous ces états. On vous le conseille vivement. Je voulais vous remercier tous, mes invités, nos éditorialistes, d'avoir été avec nous ce soir pour décrypter un petit peu l'actualité de la semaine. Merci à Myriam Amellal également pour un œil sur les médias. On se retrouvera lundi pour un tout nouveau débat sur France 24. Passez un très bon week-end.